Élections européennes et impact sur les marchés. Apple en partenariat avec OpenAI. Airdrop ZK Sync confirmé. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, énormément de choses à dire, de choses à voir et de choses dont on va parler ce matin. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et bien évidemment à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Petite info supplémentaire aussi ce matin, je vous rappelle que ce soir à 19h30, on vous donne rendez-vous en live sur Twitch pour un webinaire exceptionnel avec Cryptown, durant lequel on va vous parler de notre levée de fonds. Donc si ça vous intéresse, ne loupez pas cette opportunité et ce live qui aura lieu, donc je le répète, à 19h30 sur notre chaîne Twitch. On va commencer tout de suite avec un premier petit point sur les actualités de ce début de semaine. On en a parlé déjà un certain nombre de fois. Binance fait son retour en force depuis quelques semaines après plusieurs mois de grosses difficultés, d'incertitudes avec tout ce qui a été autour de la régulation, avec les différents procès. Binance revient, j'ai envie de vous dire, sur le devant de la scène et casse tout sur son passage. Il a d'ailleurs dépassé ce week-end les 200 millions d'utilisateurs dans le monde. Alors c'est énorme, oui, mais c'est encore rien du tout par rapport à ce que ça va être dans les prochaines années. On continue tout de suite avec la grosse annonce qui est tombée hier soir. Apple va intégrer ChatGPT sur iOS 18 et notamment sur Siri. Donc gros partenariat entre Apple et OpenAI, c'est quelque chose d'assez important. On attendait depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois, de voir quel virage autour de l'intelligence artificielle Apple allait prendre. Et bien ça y est, c'est fait. Alors moi personnellement, en tant qu'utilisateur de produits Apple, que ce soit téléphone, ordinateur, tablette, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, cela a suscité énormément de réactions, surtout du côté d'Elon Musk, à qui ça n'a absolument pas plu, puisqu'il a d'ailleurs menacé d'interdire l'utilisation des appareils Apple au sein de ses entreprises. Pour lui, c'est un gros problème en termes de sécurité, ce lien désormais entre Apple et OpenAI. On continue cette fois-ci avec une actualité qui nous vient tout droit des États-Unis et qui concerne les ETF spot Ethereum. Effectivement, la SEC a ajouté sur son site internet la demande des ETF Pro Shares pour un ETF spot Ethereum. Du coup, donc il faut savoir que les ETF, ils ont été acceptés par la SEC, mais pour le moment, ils ne sont pas encore listés, ils ne sont pas encore tradables. C'est la prochaine étape que tout le monde attend. Justement, en parlant des fonds d'investissement américains, une autre actualité importante ce matin, puisqu'on a Fidelity International qui a intégré tout simplement le réseau de garantie tokenisé de JP Morgan. Voilà, on sent vraiment que la notion de tokenisation d'actifs financiers, mais pas seulement, va être un point central de nos différents secteurs économiques dans les prochaines années. Et on voit qu'on a certains gros acteurs justement économiques qui se positionnent de ce point de vue-là. Et puis on termine avec une dernière actualité. Ça y est, le airdrop tant attendu de ZK Sync a été confirmé ce matin. Un airdrop donc de 3,6 milliards de tokens, qui représente 17,5% de la supply. Je vous ai mis le lien directement sur ce post Twitter qui vous permet d'aller vérifier votre éligibilité à l'airdrop et si oui ou non vous allez pouvoir recevoir des tokens et donc de l'argent. Voilà pour la partie actualité les amis. On va désormais se pencher rapidement du côté macro pour cette journée, même si globalement il n'y a pas énormément de choses à voir. Alors on va juste faire un tout petit pas en arrière pour revenir sur hier, puisqu'on a eu les chiffres de la croissance au Japon sur le premier trimestre avec le PIB qui repasse en négatif. Donc le Japon qui reste dans une situation économique particulièrement compliquée en ce moment. C'est pas le seul pays d'Asie d'ailleurs qui est dans cette situation, mais on sent que vraiment la situation ne s'améliore pas. Et ça s'est ressenti d'ailleurs sur le cours du yen japonais. On l'a vu dans les différents lives qu'on a fait autour du Forex ces dernières semaines, qu'il y avait d'ailleurs des choses intéressantes, des opportunités sur les paires de devises où on retrouvait le JPY, donc notamment l'euro JPY, le GBP JPY ou encore l'USD JPY. Aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est une journée
plutôt tranquille. On a eu tout de même les résultats du taux de chômage ce matin du côté du Royaume-Uni. Un taux de chômage qui repart légèrement à la hausse, tandis que le salaire horaire moyen ne ralentit pas, contrairement aux estimations. Donc voilà, on sent un petit peu comme ce qu'on a pu voir aux États-Unis, une certaine tension chez nos amis britanniques dans le secteur de l'emploi, mais rien de très très inquiétant pour le moment. Et puis cet après-midi, du côté américain, ça va être surtout du côté de l'énergie qu'il va falloir avoir les yeux rivés, puisqu'on aura en début d'après-midi le rapport mensuel de l'OPEP et à 18h les perspectives de l'énergie à court terme de l'EIA. D'ailleurs, on reparlera de ça tout à l'heure vis-à-vis du pétrole. Ça sera évidemment des données qui seront très très importantes. Voilà d'un point de vue macro, on va pouvoir désormais aller voir ce qui se passe concrètement d'un point de vue technique sur les marchés tradis, à commencer par le dollar qui poursuit son ascension qu'il a entamé fin de semaine dernière suite à la publication du rapport NFP. Rebond extraordinaire sur le support des 104 points qui lui permet de se propulser directement et bien justement au-dessus des 105 points. Alors personnellement, je pense qu'on devrait au moins venir s'appuyer et tester cette résistance des 105,5 points avant soit un rejet qui nous permettrait de rééquilibrer cette impulsion, soit une nouvelle cassure qui nous amènerait tout de suite beaucoup plus haut. Alors, je pense que on va avoir surtout la réponse à partir de demain avec la publication des chiffres de l'inflation et le FOMC, d'accord. Je ne m'attends pas forcément à une sortie dès aujourd'hui, mais ça va être très intéressant de voir justement quel comportement va adopter le DXY dans le contexte actuel. On a vu ces dernières semaines qu'il y avait des données autour de l'inflation qui étaient encourageantes, certaines, mais qu'il y en avait aussi d'autres qui étaient plutôt inquiétantes. Et ça a été le cas d'ailleurs, je vous l'ai expliqué, avec le rapport NFP vendredi, qui est plutôt inflationniste. On ne va pas se mentir de ce point de vue-là. De ce fait, je vais rester quand même plutôt prudent sur ce début de semaine, en attendant justement la publication des chiffres de l'inflation demain et le FOMC. Donc je travaille plutôt les indices américains sur du scalping, que ce soit le Dow, le Nasdaq ou le S&P 500, parce que pour le moment sur du 4 heures, je n'ai pas suffisamment de signaux qui me permettent d'envisager une prise de position précise, d'accord, même si évidemment on reste plutôt dans des contextes, dans des momentum, dans des flux qui sont haussiers pour le moment, hein, ça on est bien d'accord là-dessus. Pour autant, voilà, j'ai pas de quoi me repositionner actuellement sur le marché du côté américain, du moins pour le moment. On verra sans doute plutôt ça pour la deuxième partie de la semaine. Alors par contre du côté européen, c'est un petit peu différent et forcément on va reparler de ce qui s'est passé ce week-end avec les élections européennes et tout particulièrement du côté de la France. Déjà ce qu'il faut noter c'est que on a un changement qui s'effectue dans les décisions qui ont été prises par les citoyens, d'accord, puisque pour la première fois, on a des partis de droite et d'extrême droite qui arrivent en tête dans la plupart de l'Union européenne. Quand je dis droite et extrême droite, je pense bien sur l'ensemble de l'Union européenne, puisque selon les pays, on a eu de la droite plutôt classique ou de la droite plutôt radicale. Donc déjà, ça c'est un premier point qui va engendrer évidemment des changements économiques, sociaux, politiques dans ces différents pays et au sein de l'Union européenne. Si on prend plus particulièrement le cas de la France, on a eu, suite à ces élections, la décision de M. Emmanuel Macron qui a annoncé dissoudre l'Assemblée nationale. Et alors ça c'est très important puisque ça amène de l'incertitude sur les marchés. Le reste aussi, ce qu'on a vu juste avant, mais ce point-là tout particulièrement amène de l'incertitude. Et d'ailleurs, on a vu dès le début de la semaine le CAC et certaines actions de grosses entreprises françaises dévisser et partir à la baisse. Ce qui est tout à fait logique. Personnellement, je pense que cette situation d'incertitude va se prolonger. On va avoir des élections législatives, on va peut-être avoir un changement de majorité à l'Assemblée nationale, ce qui là aussi va engendrer des changements structurels, des changements économiques, sociaux dans les politiques qui vont être menées jusqu'à 2027. Donc je reste dans une optique baissière sur le CAC 40, c'est la raison pour laquelle ce matin je me suis positionné à la vente lorsqu'on est venu combler le gap qui a été créé justement ce week-end avec pour objectif de venir chercher des targets entre les 7600 et les 7400 points. Vous voyez qu'on a un autre gap assez intéressant du début d'année à venir récupérer sur ces niveaux-là. D'accord ? Du côté allemand, du DAX,
Vous savez qu'on était déjà en train de travailler un scénario baissier depuis une semaine et demie maintenant. Évidemment, ce qui s'est passé avec les élections européennes accentue mon biais baissier sur le DAX, même si il nous montre des signaux de force un petit peu plus importants que le CAC 40. On ne va pas se voiler la face. C'est dû aussi beaucoup à certaines entreprises allemandes qui publient des très bons résultats et qui sont dans une santé économique plutôt intéressante. Ok ? Voilà ce que je pouvais vous dire du côté des indices. Du côté du Forex désormais, on va s'attarder 2 petites minutes sur Euro-USD qui est venu enfin chercher la zone d'intérêt qu'on s'était fixée il y a à peu près un mois maintenant suite à cette impulsion haussière. On avait dit que cette zone-là était une zone qu'il fallait absolument venir récupérer. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Alors là, pour autant, maintenant, ça va être un petit peu compliqué de tout de suite se repositionner sur Euro-USD. Comme je vous l'ai dit, pour le moment, il y a un petit peu trop d'incertitude du côté du DXY. Donc, on va être prudent, on va être patient et on va surtout attendre, voilà, encore une fois, la publication des chiffres de l'inflation et le FOMC de demain avant de repartir sur une éventuelle position sur Euro-USD pour le moment. D'accord ? Pas de précipitation, je vous l'explique tout le temps, mais des fois la meilleure manière de trader, c'est de ne pas trader. Il faut être capable des fois de ne rien faire, d'être dans des phases de réflexion, d'observation et pas toujours dans des phases d'application. Je le redis, apprenez à être sélectif dans vos prises de position. C'est hyper important. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. On va pouvoir passer désormais du côté des matières premières. Donc le gold qui est venu s'appuyer sur son support ici des 2290 points, sur lequel il a plutôt bien réagi. D'ailleurs, on s'est positionné à l'achat pour ceux qui étaient présents durant la session US hier après-midi dans le serveur Discord, eh bien, sur le gold, avec pour objectif de revenir chercher les 2325 points. Après, ce qui va se passer, ce retest, ben, ça va beaucoup dépendre, là encore une fois, du dollar. C'est pour ça que là, la position qu'on a prise à l'achat, c'est une position court terme, avec une petite taille de position. Et on attendra des signaux plus puissants sur du 4 heures, donc avec soit un rejet et une cassure de cette polarité, soit une réintégration de cette structure, pour envisager une reprise de position à l'achat ou à la vente. Mais là aussi, pas de précipitation, on va attendre davantage de confirmation. Maintenant, je vous l'ai déjà expliqué, mais au vu du contexte géopolitique, macroéconomique et politique tout court aussi aux États-Unis et en Europe, j'ai quand même plutôt tendance à penser que l'or devrait rester dans une configuration haussière. J'ai du mal à imaginer qu'on ait une cassure de ce niveau-là. Maintenant, on n'est pas à l'abri demain soir d'avoir un Jérôme Powell ultra dovish, ultra rassurant, même si ça a très peu de chances que ça arrive, et qui pourrait du coup changer un petit peu la situation. Voilà pour l'or. Du côté du pétrole, je me prépare à me positionner à l'achat sur l'US Oil, tout simplement parce que comme je m'y attendais un petit peu, c'était le scénario que je vous avais présenté la semaine dernière, on a, suite à cette déviation, on est venu réintégrer la structure 4 heures précédente, d'accord. Donc moi ce que je vais attendre, c'est tout simplement un petit retest pour ensuite aller chercher de l'achat. Attention quand même, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le rapport mensuel de l'OPEP en début d'après-midi. Donc attention à ce qui va être dit, ok. On sait que l'OPEP a ralenti la production depuis un bon moment maintenant. Et puis il y a eu des sanctions envers l'Arabie Saoudite, envers la Russie. On a toujours le contexte au Moyen-Orient avec la position de l'Iran qui amène de l'incertitude vis-à-vis de ça. On a eu le pacte du pétrodollar qui s'est terminé le 9 juin dernier, pacte qui datait de 50 ans, ok, justement, entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Donc, il y a pas mal de changements structurels autour du pétrole en ce moment. Je voyais une data ce matin qui mettait en évidence le fait que actuellement les fonds d'investissement n'ont jamais acheté aussi peu de pétrole. Donc, on va y aller quand même là aussi prudemment. De toute façon, on est dans un contexte de marché où il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de points d'interrogation, de part et d'autre du marché. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. On va désormais pouvoir passer du côté du marché crypto. Vous l'avez vu, le marché crypto est dans le rouge ce matin et sur ce début de semaine, avec un Bitcoin de retour aux alentours des 67 000 $, Ethereum aux alentours des 3 500 $, et globalement une grosse majorité des alts qui sont en difficulté. Alors, globalement, ce scénario-là, si vous regardez les lives, les vidéos et si vous êtes dans le serveur Discord, vous y étiez préparé.
puisque c'était quelque chose qu'on avait annoncé, qu'on avait travaillé. Le fait qu'effectivement, Bitcoin allait probablement aller chercher de la continuation baissière pour clean tous ces lots sur lesquels on a laissé de la liquidité et donc revenir chercher des targets entre 63 800 et 65 000 dollars. Ça, j'ai envie de vous dire, on l'avait travaillé, on l'avait préparé, il n'y a pas de surprise vis-à-vis de ça. Ce qu'on peut noter, c'est que tout de même, on a une baisse de l'open interest assez conséquente, ce qui montre qu'il y avait encore beaucoup de gens à l'achat qui se sont fait justement liquider. On peut aussi observer le fait que les fundings sont en train de repartir assez fortement à la baisse, et d'ailleurs c'est assez intéressant, puisque si lorsque on atteint les targets entre 63 800 et 65 000 dollars, les fundings sont repassés en négatif, ça pourrait être un signal de bottom local à court terme. Et on voit bien, encore une fois, que les CVD, sur les CVD, les spots, donc les whales, en majorité, ne soutiennent pas le momentum haussier, ce qui explique aussi un petit peu pourquoi on a ce comportement baissier. Et d'ailleurs, avec cette baisse du marché, on a mis fin à une série de 20 jours consécutifs d'entrée nette sur les ETF spot Bitcoin, puisqu'hier, on a eu une première sortie nette, ce qui n'était pas arrivé, donc je vous le disais, depuis une vingtaine de jours. Bon, pas énorme, hein, on a entre 60 et 70 millions de dollars qui sont sortis des ETF, donc ça va, c'est léger, petite prise de profit, ok, mais rien d'inquiétant. Donc voilà pour BTC. Du côté d'Ethereum, ben pareil, on a des signaux plutôt baissiers, d'accord. Je pense que Ether va très probablement revenir combler du coup ce mouvement-là qui avait été créé au moment de la rumeur d'acceptation des ETF. Là, on a un MSS plus Boss 4 heures, on est dans une config baissière. Il y a de fortes probabilités que voilà, Ether vienne rechercher les 3100 dollars avant de repartir à la hausse. Donc ce niveau-là sera important à surveiller pour éventuellement se repositionner à l'achat. D'accord ? Maintenant, comme d'habitude, pas de suranticipation du marché. On verra en fonction de la réaction du prix sur ce niveau clé, s'il est intéressant ou pas de rentrer. Et puis du côté des altcoins, alors je vous l'ai dit, la grosse majorité subit aussi la baisse du marché, mais on en a certains qui résistent plutôt bien. Je pense notamment à INJ, mais c'est le cas aussi de Ordi, qui est plutôt intéressant. Donc voilà, on a certains alts qui restent quand même dans des configurations assez intéressantes, qui restent forts pour le moment, et d'autres qui sont plutôt en difficulté. Je pense à Solana, qui selon moi devrait revenir travailler entre 130 et 150 dollars dans les prochains jours. Hein, je vois bien un retour voilà, sur les 618 de Fibo ici, aux alentours des 141 dollars avant de repartir à la hausse. Okay, on a le BNB aussi qui est en train de revenir tester la structure qu'il avait cassée semaine dernière. Donc là, ça sera intéressant de voir, est-ce qu'on valide un rebond sur cette structure et dans ce cas-là, on repart sur de l'achat, ou est-ce qu'on réintègre et dans ce cas-là, on ira probablement liquider tous ces lots qu'on a ici. Pas impossible de voir une correction assez importante sur le BNB en fonction évidemment aussi de ce que fera Bitcoin. On a beaucoup de setup très intéressants sur les alts, à l'image un petit peu du fil, avec beaucoup de liquidités souvent à venir chercher sur des lots en 4 heures. Je vous ai pris le fil comme exemple, mais on retrouve beaucoup de setup comme celui-ci sur les altcoins. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, je pense qu'il est encore un petit peu trop tôt pour repartir sur de l'achat sur les spots. Je parle bien sur de l'achat en swing, en trading, ok. Évidemment que si vous voulez investir en spot, il y a beaucoup d'altcoins aujourd'hui qui sont sur des prix d'entrée très intéressants. Là, je parle pour du trading. Je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour vouloir envisager de l'achat maintenant sur les alts, au vu aussi de la configuration actuelle qu'on a sur Bitcoin. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto. Cet après-midi les amis, on se retrouvera à partir de 15h15 pour la session trading du jour comme d'habitude. Et puis ce soir, je vous le disais en introduction, rendez-vous à 19h30 en live sur Twitch pour un webinaire exceptionnel avec Cryptown où on vous parlera de notre levée de fonds. Donc si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours et à me poser vos questions dans les commentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.